Bonjour à tous et bienvenue dans Meeting Privé, l'émission qui va à la rencontre des athlètes. Aujourd'hui, nous sommes en Occitanie, dans la deuxième ville la plus sportive de France, à Montpellier. C'est ici que s'entraîne l'un des plus beaux fleurons de l'athlétisme français. L'été dernier, il a fait chavirer tout le pays, tout simplement, en devenant vice-champion olympique de décathlon. C'est Kevin Mayer qui nous invite dans ce magnifique endroit secret où il s'entraîne quotidiennement. Une fois n'est pas coutume, il n'a pas convié le soleil, mais c'est pas grave, hein, Kevin Mayer, ça sera notre soleil aujourd'hui. Allez, on y va. Bon bah, salut Kevin. Hein. Bah, écoute, salut Marie. Bah, écoute, on est bien à Montpellier. Je te fais la bise. Ouais, moi, Montpellier, je connais un peu quand même cet endroit-là. Je suis ravie de te retrouver sur tes terres, hein, particulièrement ici, parce que c'est un endroit que je connais un petit peu, hein, sur lequel j'ai fait quelques gammes pendant que tu étais encore un projet. Tu étais tout petit. Je pense que j'étais même pas né. Non, tu n'étais pas né. Non, tu étais en projet, je pense. Ouais, tout à fait. Moi, dans les années 84 à peu près, tu es né en 84. 92. Donc, 92. Ouais, je suis mais jeune. oui, oh mince, t'es né en 92. Attends, tu m'as rajouté 8 ans. Oh non, oh non de non, oh non de non, ça commence bien. Bah, je vois que tu as commandé le beau temps pour nous, c'est sympa. Ouais, avec plaisir. C'est sympa. Bah écoute, voilà, on est dans le meeting privé chez Kevin Mayer, au Creps, ici, où il va bientôt partir à l'entraînement. Un gros entraînement. Et on a vu, on avait envie de te découvrir un petit peu plus, d'en savoir un peu plus sur toi. Alors tu sais, meeting privé, bah, c'est évidemment une rencontre tout à fait privée. Hein, tu nous invites chez toi, mais c'est aussi le grand rendez-vous athlétique. Donc on va faire un peu un tour d'horizon de ce qui s'est passé ces dernières semaines. T'es d'accord ? Avec plaisir. Bah écoute, on va aller te voir déjà, pas que toi, hein, je te rassure. On va aussi un petit peu aller voir Renaud Lavillani et Thiago Braz, puisque c'était les retrouvailles entre ces deux grands champions du côté de Rouen, au Perche Elite Tour. Et puis il y a eu aussi un très grand rendez-vous qu'on attendait depuis un moment, c'est le retour de l'athlétisme à Bercy. Et ça, c'était un très grand meeting, c'était le 8 février dernier, à l'Accor Hotel Arena. Donc on ira faire un tour de ce côté-là aussi. Et on ira découvrir une jeune espoir aussi, qui a à peu près les talents que tu avais quand tu avais 16 ans, et puis qui a à peu près le physique que tu avais quand tu avais 16 ans. C'est Marine Bignon, qu'on va découvrir, que tu connais sûrement un petit peu. Je me sens mal d'avoir le physique d'une fille quand même. C'est ce qu'on nous a raconté, mais tu nous expliqueras un peu ton parcours. Et puis on finira aussi par un geste technique. On a envie d'aller voir comment se fait l'athlétisme et comment il est vécu par ceux qui le pratiquent. Et ça sera Michael Anani qui va s'y coller en nous expliquant le geste du saut en hauteur. Je me demande bien pourquoi on a choisi le saut en hauteur. Ça te va ? Très bien. Bon bah Parfait. allez, on est parti. Alors toi, écoute, moi j'ai envie de te demander déjà qu'est-ce que tu fais sous ce chaud soleil montpelliérain alors que tu es né dans le Val d'Oise et que tu as grandi, crapahuté, que tu es passé par la Drôme et par l'Ardèche. Bah écoute, au début oui, je m'entraînais dans l'Ardèche, dans un petit coin paumé où j'avais un coach qui était très passionné des épreuves combinées mais qui s'est vite senti dépassé par mon potentiel. Donc il m'a envoyé ici à Montpellier. Je suis venu d'abord pour les coachs, pour les structures, mais aussi pour le beau temps. Comme vous voyez, il fait très beau, très chaud. Ouais, il fait un temps magnifique. Il pleut jamais, c'est parfait. Même l'hiver. Non, c'est vraiment tout ce qu'il me faut ici. Je suis très bien et je compte y rester encore longtemps. Alors on parlait justement de ton physique là, de farfadet taillé dans un tibia de cigogne. Tu t'en souviens? Wow. Tu t'en souviens de cette phrase qui fait mal. C'est un peu ce qu'on nous a dit, hein. Comme dit Bertrand Valsin, ton entraîneur qui te connaît, depuis l'époque des tibias de cigogne, tu étais un vrai cadet, c'est-à-dire un garçon qui avait déjà des résultats, mais qui n'était pas encore bâti pour l'athlétisme, qu'on n'avait pas surentraîné, qui faisait pas des entraînements tous les jours, de la muscu tous les 3 jours. Ouais, c'est sûr, j'ai été protégé très jeune, tout d'abord par mes parents qui n'ont jamais voulu que je fasse beaucoup d'entraînement, la muscu très tôt, etc. Et puis le message a vite été compris par tous les coachs que j'ai rencontrés, y compris ici où Bébert m'a protégé pendant très très longtemps, jusqu'à ce que je puisse m'exprimer comme je le voulais. Tes parents, justement, on a cherché quelques petites confidences et ta maman, Carole, disait que tu ne tenais pas en place, que tu as toujours été comme ça, besoin de t'exprimer, besoin de toucher à tout. Elle-même, je crois, était prof de tennis, c'est ça ? C'est ça. Et tu es passé aussi par le tennis, d'ailleurs tu es passé à peu près par tous les sports. Hein. Oui, j'ai fait énormément de sport. C'est aussi l'avantage d'avoir des parents très ouverts, c'est qu'ils ne m'ont jamais forcé à faire un tel ou tel sport. J'ai fait de tout et j'ai vraiment choisi ce que je voulais faire. J'ai toujours été une pie électrique. J'ai eu la chance d'avoir un jardin quand j'étais petit où j'y passais toutes mes journées à m'éclater, à faire plein de choses avec mes frères. Je vous dirai pas tout parce qu'il y a des choses qui font un peu pitié. Ah bah si, on veut tout savoir. Non, mais par exemple, on passait nos journées à jouer à Seigneur des Anneaux dans le jardin quand on était fan du Seigneur des Anneaux. Donc plein de choses comme ça qui ont fait que
Contrairement à un enfant normal, on va dire, qui passe beaucoup de temps devant la télé, j'ai su développer mon corps comme il fallait, même sans entraînement. Bah alors on a deux points communs, parce que moi je jouais aux 4 justicières avec mes sœurs, puisqu'on était 4. Et alors le deuxième point commun, ça, je l'ai lu sur une de tes interviews, c'est que justement dans les autres sports que tu as pratiqués, notamment je crois le rugby, mais pas que, ça t'énervait en fait, parce que quand l'équipe gagnait, bah, tu te sentais pas spécialement responsable du truc, et c'était pas forcément toi qui avais la coupe. Et quand l'équipe perdait, tu disais c'est un peu la faute des autres. C'est un peu pour ça que tu as été vers l'athlétisme? On va dire que j'adorais le sport d'équipe par le partage qu'on pouvait ressentir lorsqu'on gagnait, etc. Mais c'est vrai que je me sentais moins acteur que dans un sport comme le tennis ou tous les sports individuels où on est 100% responsable de sa réussite ou de son échec. C'est-à-dire, j'ai jamais crié sur quelqu'un parce qu'il réussissait pas, mais je me sentais très mal quand je réussissais pas pour l'équipe. D'accord. Donc je préfère tout assumer et que ce soit 100% moi. Et pourquoi ça a été l'athlétisme et pourquoi tu n'es pas resté au tennis? Qui semblait plus logique si on voyait le parcours de la famille. Oui, clairement, hein, clairement au tennis j'avais beaucoup de potentiel, mais déjà il fallait mettre la balle dans le terrain alors que je voulais taper très fort. Et je me suis rendu compte que l'entraînement était très répétitif et qu'au décathlon, quand on fait une chose différente tous les jours, il n'y a pas du tout de répétition, il n'y a pas du tout de... Enfin, je m'éclate quoi. Ouais, tu peux pas te lasser en fait. Est-ce que tu te définirais comme quelqu'un d'hyperactif? Si tu n'avais pas fait de décathlon, tu serais sous Ritaline? Je sais pas si je pourrais dire que je suis hyper actif, parce que j'ai aussi des moments où j'arrive à rester toute une journée en étant cool, à ne rien faire, un peu solitaire. Donc on va dire que c'est un mix des deux, j'arrive à trouver un juste milieu entre la pile électrique et on va dire le mec qui est un peu tout seul, un peu sur plus son posé. canapé Ça c'est un trait de caractère assez surprenant chez toi, que j'ai remarqué depuis un petit moment, puis qui saute aux yeux avec des moments complètement fous, complètement expansifs, voire même un peu extravertis, et d'autres moments où c'est plus la peine, on peut plus t'atteindre, t'es dans ta coquille, voire même un petit peu désagréable. Tu le ressens ça? C'est le moment où il faut plus... T'es dans ta grotte. Oui, je le ressens. En fait, le truc, c'est que j'ai toujours été quelqu'un qui m'en demandait énormément. Et je me remets énormément en question tout le temps. Et c'est vrai que je le fais un peu avec les autres du coup. C'est-à-dire que tellement je m'en demande, je demande la même chose aux autres. Ouais, puis tu restes naturel, tu te forces pas. C'est-à-dire tu es... Je lui en demande énormément. Ouais, c'est vrai. C'est ça, c'est pas forcément être méchant, mais ça veut dire que dès que je sens que moi j'ai plus travaillé, que j'ai plus réfléchi à quelque chose, je le fais savoir à Bertrand. Et c'est là qu'il prend souvent cher, c'est que moi je veux avancer très vite et des fois c'est vrai, c'est dur à me suivre. Enfin, quand on regarde le duo et on va aller fouiller un petit peu plus à l'entraînement, on se rend compte que ça fonctionne quand même et que vous vous connaissez très très bien. Ouais, bien sûr. On va faire une petite pause, on va aller voir le reste des équipes de France, voir un peu comment ça se passe, quand ça saute haut. En plus je crois que tu aimes bien le saut à la perche. J'adore. Donc ça te dit d'aller faire un petit retour sur ta compétition et celle de Thiago Braz et de Renaud Lavillenie à Rouen. Plaisir. Allons-y. Allez, on y va. Leur duel lors des Jeux de Rio est resté dans les mémoires. Grandissime favori du concours de saut à la perche, Renaud Lavillenie s'incline face à un ovni brésilien de 22 ans, Thiago Braz da Silva. Plus qu'une défaite, une blessure pour le Clermontois, hué pendant le concours, puis sur le podium par des supporters hostiles. 5 mois plus tard, le bourreau de Lavillenie a cette fois rendez-vous avec le public français. Difficile de passer inaperçu avec un bagage aussi encombrant. Après plusieurs semaines d'entraînement en Pologne, Thiago Braz pose ses perches sur le sol français pour des retrouvailles très attendues avec Renaud Lavillenie. I'm happy. It was a good trip. I'm feeling good. We will see now. Direction la Normandie, 1h30 de trajet avant de poser ses valises à l'hôtel. Le Brésilien est le premier arrivé 3 jours avant la compétition. Finally, I'm in my room, so it's time to rest. See you soon. Le lendemain matin, nous retrouvons le champion olympique dans les rues médiévales de la cité normande. Détendu, curieux de découvrir un pays qu'il connaît peu. Habitué à tutoyer les cieux, le perchiste s'émerveille devant les 151 mètres de la plus haute cathédrale de France. Yeah, doing some selfies. And really beautiful church. Nice. À ses côtés, sa femme Anna Paola, championne de saut en hauteur. Mais aussi l'Ukrainien Vassili Petrov, la légende du saut à la perche. À 79 ans, l'ancien mentor de Sergei Boubka est plus qu'un entraîneur, une figure paternelle. Father and son, but
It's almost this. I never had a dad in my life because I live with my grandmother and my grandfather, so I don't know nothing about dad. He tried to teach me how to jump, how work the life. Sometimes sounds bad, but if you see in the end, it's good. It's a pleasure, but sometimes a pressure because I need to do good things with him because he's the best. Les meilleurs, justement, ont rendez-vous à la Kind Arena, théâtre de la 4e étape du Perche Elite Tour. Nous sommes la veille du meeting, Thiago Bras découvre la piste. À son arrivée, Renaud Lavillenie est déjà sur le sautoir. Cloué au sol depuis l'automne, blessé à la cuisse, le recordman du monde veut faire sa rentrée à Rouen, sans aucun repère. La joute s'annonce déséquilibrée. Aucun échange entre les deux champions, jusqu'à la conférence de presse et une poignée de main furtive. Le Clermontois a un message à délivrer. Le plus important, c'est que je sois quasiment à 100% de mes moyens. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire monter la forme et trouver les repères. Je sais que là, de toute façon, j'ai pas le choix, il faut que je me bouge pour essayer d'être compétitif par rapport aux autres. Cette fois, je compte vraiment sur le soutien du public pour vraiment me pousser parce que ouais, quand on n'a pas d'énergie, on a vraiment besoin d'une force supplémentaire, quoi. Le public, c'est la grande inconnue. Fera-t-il payer à Thiago Bras les sifflets de Rio? No, I'm not enemy. I'm okay. I like him. I like his job. He's a good guy. I don't have bad things to say about him. He's really nice. And you know, when you go to compete, you want to win the competition. I don't want to fight with other people. I need just to improve my best. Samedi, jour du meeting. Thiago Bras ne sort de sa chambre qu'à 17 h. Le sourire des jours précédents a disparu. L'heure de la compétition a sonné. So, are you excited, Thiago? I'm just now trying to focus, but really happy. He have name Olympic champion. For this, understand he must also know lost your face. He wait. What is happened today? L'ambiance s'annonce électrique. Plus de 4000 spectateurs ont répondu présents. À 20 h 30, les champions entrent en piste. Renaud Lavillenie est un des premiers à entrer dans le concours avec une barre à 5,20 m. Et ça passe très large. Soulagement pour le Français qui efface 5,35 m dans la foulée. Thiago Bras attend lui 5,50 m pour s'élancer. C'est parti pour Thiago Bras pour son premier essai. Et ça passe très proprement. Une barre sur laquelle Lavillenie échoue par 2 fois. Avant un dernier essai, galvanisé par le public.
retrouver Renaud Lavillenie qui souffle un long moment. Quel soulagement! Oh là 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 là, il a les larmes aux yeux. Le Français n'ira pas plus haut, 3 échecs à 5,60 m. Un résultat modeste, mais à défaut d'une victoire, le recordman du monde s'est rassuré. Une bonne satisfaction d'avoir été en mesure de pouvoir sauter ici. Voilà, c'est toujours un peu frustrant de ne pas pouvoir se mêler à la bagarre pour jouer le podium ou la victoire, mais c'est une bonne chose parce que maintenant je vais pouvoir me concentrer sur la suite avec la saison à venir, quoi. C'est donc en spectateur que le Français assiste à la victoire du champion olympique. Avec un saut à 5,86 m, Thiago Bras s'envole vers la victoire. Phénoménal! En France aussi, le Brésilien a le dernier mot, mais il retient surtout l'accueil chaleureux du public français. I'm so surprised because it never happened outside of my country. Everybody from France is really cool, and I want to be cool with everybody. I'm not a bad guy. I'm very sweet. Moi, j'avais aucune inquiétude sur justement l'ambiance. J'aurais pas compris pourquoi le public aurait sifflé Braz alors que bah, il a rien fait, hein. Il a juste fait ce qu'il sait faire de mieux chez lui, et après c'est juste le public là-bas qui a pété son câble, mais c'est tout. Donc non, je suis très content et très fier de pouvoir justement montrer qu'on est un très beau public et ils veulent juste voir de la belle perche et pousser les athlètes à donner le maximum, quoi. I want to enjoy more with them. So next year we see, and I will enjoy more with the French people. Le retour dans meeting privé, on était à Rouen, mais tu y étais aussi, hein, ça tombe bien, vous étiez à Rouen, à Montpellier, tu te téléportes. Ça a pas mal marché, hein, quand même. C'était ouais, c'était pas un mal. beau Ouais. meeting. J'en espérais pas tant, étant donné que j'avais été dans un lit pendant 7 jours juste avant, et que j'avais pas recouru juste avant le meeting, donc j'avais été bien malade, et donc bonne première compétition de perche. Les sensations, le public, tout ça, c'était plutôt sympa? Ouais, les sensations plutôt par rapport au public que par rapport à mes sauts, parce que c'était pas exceptionnel en l'air, mais la compétition était exceptionnelle. Un public, il devait être 3500, on avait l'impression d'être dans un stade olympique, quoi. Donc ouais. C'était vraiment, vraiment sympa. Bon, c'était les retrouvailles quand même de Thiago et Renaud. Alors évidemment, Renaud, tu le connais bien, hein, je crois que c'est quelqu'un dont tu connais le tempérament. Vous lui dites quoi dans ces cas-là avant Non, je pense que Renaud a fait, comment dire, Renaud c'est quelqu'un qui est très impulsif, qui sur le moment peut prendre mal les choses, mais qui a aussi énormément de réflexion ensuite, et je m'inquiétais absolument pas de ce qui allait se passer. D'ailleurs, on avait parlé avec Renaud que si le public commençait à siffler Rouen, on ferait un stop total de la paix du meeting, mais bon, vous avez confiance au public. Oui, non, en général, oui, c'est pas très français là-dessus. Mais voilà, Renaud était pas du tout dans l'optique d'être énervé contre Thiago. Il était content surtout de ressauter après la blessure qu'il avait eue. Oui, bien sûr. Donc non, on parle de rivalité, mais il n'y avait même pas de rivalité. Là, chacun avait son objectif. Et l'ambiance dans l'équipe de France, Renaud et toi, ça va? C'est plutôt pote, on se soutient, on se chambre, on s'encourage, ça se passe comment? Moi, j'ai toujours dit que depuis que j'ai 18 ans, la fédération fait en sorte de nous rapprocher en faisant des stages, plein de stages ensemble. On fait plein de championnats ensemble. Donc ouais, j'ai vraiment une belle bande de potes maintenant dans l'équipe de France, et Renaud en fait partie. Renaud m'aide énormément dans ma technique perche et dans l'approche de la perche avec son coach Philippe Dancos. Donc pour ça, je le remercie vraiment. Ouais, toi t'aimes bien aller chercher des renseignements auprès des champions. Bah écoute, justement Renaud avait un petit message, une petite question, je sais pas, il nous a demandé de te passer un message. Alors tu vas regarder, puis tu vas me dire. Salut mon petit Kevin, écoute, j'aurais une petite question qui va te faire rire, c'est qu'est-ce qui s'est passé à Sao Paulo 6 jours avant les Jeux, vu qu'a priori tu as fait plutôt un bon décathlon,
dire que la préparation était bonne, mais est-ce que tu as eu un petit indice qui t'a aidé? Donc voilà, on attend la réponse avec impatience. Il veut que je lui tire les pompes. C'est quoi? C'est quoi cette histoire? Non, parce que 6 jours avant les Jeux, on a fait une séance de perche justement avec Renaud. On était les deux seuls à sauter. Et on a sauté pendant au moins 1 heure. Et je cherchais vraiment quelque chose que je trouvais pas. Et j'ai eu un conseil de Philippe Dancos et à la fin un conseil de Renaud qui m'a fait avoir un petit déclic. Un déclic, ouais. Justement, et il m'a dit de monter le bassin, de pas monter les pieds quand je saute à la perche. D'ailleurs, c'est à quoi je pense en ce moment énormément. Et c'est vrai que ça a vraiment tout changé et c'est en partie grâce à lui que j'ai réussi à faire 5,40. Donc je crois qu'en fait le deal c'est qu'il avait envie que tu dises aux caméras c'est grâce à toi si j'ai réussi à décoller à la perche et si tout a changé dans ma vie de perchiste. Oui, il fait bien de le dire, il faut le... Et puis ça permet de montrer aussi que les décathloniens vont beaucoup vers les spécialistes pour approfondir un peu leur technique. Puisqu'on n'a pas beaucoup de temps pour faire de la technique dans les 10 épreuves, mais d'avoir des gens comme ça qui nous font avancer beaucoup plus vite, c'est très très utile. Oui. Alors, on l'entend dans ce que tu nous dis, hein, tu es quand même assez perfectionniste, aimes bien aller chercher l'info précise là où elle est la plus efficace. Et quand tu as trouvé Bertrand Valsin, ou plutôt quand vous vous êtes trouvés mutuellement, ça a collé tout de suite, ça a été un couple qui a progressé ensemble et qui a la même façon de fonctionner, justement, d'aller chercher le détail. Et tu sais, moi je trouve que la relation coach-entraîné, coach-athlète, c'est un peu comme un couple. Parce qu'on se voit énormément, on se voit très très souvent, tous les jours pratiquement. On s'écrit des textos quand on se voit pas, donc ça ressemble vachement à un couple amoureux. Non, vraiment, vous engueulez pas par texto quand même. Vous ne rompez pas par texto. Non, mais il y a énormément. Et avec Bertrand, ce qui est beau, c'est qu'au début, c'était pas si facile que ça. Il venait de l'INSEP où on n'avait pas forcément la même façon de voir les choses. Et chacun, on a évolué pour petit à petit s'entendre et pour petit à petit avoir la même longueur d'onde qui fera qu'on progressera tous les deux ensemble. Puis c'est un jeune coach aussi. C'est-à-dire quand vous avez commencé ensemble, il avait quoi, 27, 28 ans. Il était peut-être lui-même athlète-entraîneur. Donc. Ah, il n'était pas athlète, mais c'est vrai que 28 ans, c'est vachement jeune. Il faut se faire énormément d'expérience pour entraîner au haut niveau. Et c'est vrai qu'on a évolué ensemble, et je dirais même que entraîneur, ça met plus de temps à évoluer. Donc il a eu énormément de mal à évoluer en même temps que moi, puisque en tant qu'athlète, il faut juste que je saute bien. Mais en tant que coach, il y a toute la réflexion à côté, comment faire progresser l'athlète. Donc il a fait énormément d'efforts et ça a fait cette très belle entente entre nous deux. Alors c'est quand même intéressant de voir effectivement ce cheminement que vous avez eu. Et puis, si on rajoute encore une autre contrainte, à savoir que tu as déménagé, tu es venu donc ici à Montpellier pour t'entraîner avec lui. Tu étais très proche de tes frères, je crois. Est-ce que ton entraîneur est aussi quelque part un grand frère ou pas du tout? Il y a vraiment une distinction très nette et c'est un coach et pas autre chose. Je dirais que c'est pas un grand frère. Avant, c'était un grand frère. Mais maintenant que j'ai grandi et qu'on se parle d'égal à égal, il dit souvent que je suis un peu le second entraîneur puisqu'on fait les plans ensemble et je les remanie tout le temps. C'est lui qui me donne, on va dire, qui me donne la pierre et après c'est moi qui la façonne parce que je me connais énormément. Donc je dirais que maintenant notre entente, c'est plus déjà, c'est mon ami, c'est sûr et certain. On a vécu des moments tellement extraordinaires, tellement forts que je peux pas dire que c'est juste mon coach, c'est pas possible. C'est un très bon ami. Et ensuite, c'est une relation, on va dire, très homogène et très, très égale entre nous deux. Alors, on va refaire une petite pause. On va repartir en compétition, parce que je crois que c'est ce que tu préfères, hein, la compétition quand même. Même à l'entraînement, tu es assez compétiteur. Donc, on va aller du côté de Bercy, hein, une salle mythique qui a été rénovée, qui aujourd'hui est une aréna magnifique. Et en France, on a une discipline où on connaît un vrai problème de riche, comme au saut à la perche d'ailleurs. Ce sont les haies hautes. Chaque année, ils sont 4 ou 5 à se battre pour les places qualificatives pour les grands championnats. Et à Bercy, justement, c'était les retrouvailles de quelques-uns d'entre eux. On y va. Mercredi 8 février, les meilleurs coureurs de haies tricolores ont rendez-vous pour le meeting de Paris-Bercy. Vers 18 h, Pascal Martino-Lagarde, Garfield Darien ou encore Willem Bellocian arrivent en salle d'échauffement. L'événement, c'est aussi la présence de Ladji Doucouré. C'est l'une des dernières sorties du champion du monde 2005, venu chercher une qualification pour les championnats de France en salle.
sprinteurs ont environ 90 minutes pour se préparer avant leur série du 60 mètres haies. Dans quelques heures, on va mettre le feu. On s'échauffe bien, on va pas se péter, on va faire des belles courses. À tout à l'heure. Celui-là, c'est à peu près à chaque fois, mais celle-là, après, je sais pas pourquoi, après derrière, tu le sens un peu, mais bon, après, on s'en fout parce que tu ne recours pas, c'est ça. C'est vite en pied, vite en bras, vite en genou, vite en pied. Dès que tu sors, si tu es sur l'idée de faire une accélération progressive, ils seront des kilomètres dans le truc. Allez, fais-toi plaisir, petit père. Le petit père, 20h50, appel de la première série du 60 mètres haies. Pascal Martino-Lagarde doit régler quelques problèmes de dossard. Quand je passe le H, j'arrondis le dos. En fait, il faut le mettre, mais sans être serré, si ça ne dérange pas. On va faire. Allez, c'est bon, voilà. Merci. En salle d'appel, les décathloniens inventent une nouvelle épreuve, le Bottle Challenge. Voilà les enfants. Le stress il monte parce que sinon tu ne surpasses pas. C'est pas bien, je suis trop relâché. Ça va monter, je pense, quand je vais être dedans. Là c'est tout le monde est souriant, tout le monde est content de te voir. Donc c'est un piège alors que t'as envie de... Non, le but c'est que quand même je fasse un temps, j'arrive au bout, je me qualifie en France. Après on verra. Je reviens dans ma vie. Prêt ? Pascal Martino-Lagarde remporte la première série. Garfield Darien domine la seconde. Éliminé, Ladji Doucouré veut une revanche et use de son influence pour courir avec les athlètes des épreuves combinées. C'est une des dernières fois où je pourrais utiliser un peu de mon nez. Et ça se fait pas de faire ça. Faut pas faire ça. Mais si, tu vois, le public il va demander, donc tu vois, avec les gars en plus, si tu mets une disquette, ouais, je faisais du décathlon, donc je vais terminer avec les décathloniens. Est-ce que ça passe? C'est bon? Avec plaisir. C'est cool. Merci les gars. Heureusement que j'ai fait du décathlon avant. Ah, c'est une frustration personnelle. Je peux pas sortir en faisant un départ 1 avec le public et je m'écrase, il n'y a plus rien. 20h25, les concurrents des épreuves combinées s'élancent. Ladji avec Kevin qui est en train de taper les barrières et Ladji Doucouré devant. Gaël Ferrat et Bastien Osé. Ladji Doucouré améliore son chrono et soigne sa sortie. Un dernier adieu aux Parisiens. Il est 22h40. Les finalistes du 60 mètres haies entrent en piste. Ah oui. Prêt ? C'est la bagarre. Garfield Darien, Pascal Martino-Lagarde, Garfield Darien, Pascal Martino-Lagarde pour que sur la ligne. 7,53. Pascal Martino-Lagarde est le grand vainqueur de la soirée. En coulisses, Ladji Doucouré prolonge le plaisir. Merci. Je te jure, ce mot-là, il me fait rot. Hein? C'est loin pour toi, Simon, hein? Retraite. Moi, quand j'entends ça, je me dis putain, c'est chaud. Regarde, la virgule. Oh là là! C'est pas grave, je m'en fous. Ah bah si. Les gars, j'ai envie de dire merci à tout le monde. Et ce fut un kiff, ce voyage jusqu'à Paris pour l'instant. Il reste une étape. On est en train de, comme ils disent les Quinries, landing, on est en train d'atterrir.
Et j'espère que l'atterrissage sera correct au championnat de France pour prendre un autre avion d'une autre vie, j'espère. Oh non, philosophe, t'as vu? Donc voilà, merci à tous et à très vite. Alors Kevin, c'est important, une belle rivalité nationale, c'est important pour toi d'avoir succédé à des Christian Plazia, des William Moty, des Blondel, des Levic ou plus récemment un certain Romain Barras que tu connais bien dans ta discipline. Je dirais même pas que c'est de la rivalité, je les ai plutôt pris comme des exemples. C'est Romain qui m'a clairement motivé à faire du décathlon quand je l'ai vu en 2008 à Pékin, qui finit 5e mais qui est en larmes devant Nelson. Je me suis dit tiens, ce sport il y a quelque chose de plus quoi. Quand tu fais 5e et que t'es en larmes, c'est pas pour rien. Ouais. Donc non, je leur dois énormément puisqu'ils m'ont partagé leur expérience. C'est pour ça que très jeune j'ai réussi à monter les échelons assez rapidement. Alors Romain, justement, c'est quelqu'un que tu côtoies, hein, qui non seulement il t'a passé le flambeau, mais il est là, il est à Montpellier physiquement, je crois qu'il est prof maintenant d'ailleurs ici. Vous continuez à vous entraîner ensemble, ça donne quoi justement cette fraternité avec Romain depuis des années? Romain, il a arrêté sa carrière, donc on s'entraîne plus ensemble, mais on va dire que Romain a toujours été un peu, là on peut l'appeler vraiment mon grand frère. C'est lui qui me donnait tous les petits conseils, comment bien gérer sa carrière. Et même là qu'il a arrêté, on se retrouve des fois pour aller jouer au beach volley, c'est devenu un véritable ami. Et au-delà du décathlon, non, c'est une personne vraiment que j'apprécie énormément. Tu disais que c'était un grand frère, ça a été quelqu'un qui a été là plutôt pour te pousser, pour te rassurer ou pour te faire rire ou te changer les idées. T'es quel genre de personnage quand tu prépares les compétitions? Non, c'est quelqu'un qui a toujours été là pour justement me fixer les bases d'une bonne carrière d'athlète. Il m'a donné toutes les petites, tous les petits conseils pour être bien dans sa peau, être un athlète, mais aussi bien gérer sa carrière d'un point de vue des médias, d'un point de vue des sponsors, etc. Ah oui, donc un vrai grand frère. Un vrai grand frère qui me donnait des conseils au bon moment et qui avait toujours les bons petits mots pour me faire réagir. Alors finalement, le succès est venu très tôt pour toi, hein, puisque tu as commencé sur le tard, tu avais déjà 14 ans à peu près. Ouais. Et à peine un an après, tu es déjà champion du monde cadet, enfin un an et demi après, tu es déjà champion du monde cadet. Et tu arrives dans une équipe de France qui est à l'apogée pratiquement, parce que tu arrives dans une équipe dorée où tu as des Teddy Tamgo, où tu as des Renaud Lavillenie, des Diniz, des Christophe Lemaitre. Toi, quand tu es arrivé, tu t'es senti comment vis-à-vis de ces cadors? On est toujours un peu impressionné puisque je l'ai regardé. Comme je l'ai dit, je me fais beaucoup d'exemples et ils en faisaient partie. Donc c'est très impressionné, mais c'est des personnes très simples et qu'on peut aborder très simplement. C'est toujours ça, il y a toujours la montagne de la peur d'aller les voir, mais dès que c'est passé, c'est des moments assez cool à partager puisqu'ils ont quand même... S'ils font des si bons résultats, c'est qu'ils en ont quand même dans la tête et qu'ils ont des choses à dire. Justement, on dit que cette équipe, le succès de cette équipe dorée qui depuis Barcelone a eu énormément de succès, championnat d'Europe, championnat du monde, Jeux Olympiques, c'est la décontraction et justement le vrai côté sport d'équipe. C'était quelque chose auquel Gagny Yalouz, le DTN, tenait beaucoup. C'est un sport individuel mais qui est aussi un sport d'équipe finalement. Ça, c'est quelque chose que tu ressens ou malgré tout dans ton fonctionnement, tu restes quelqu'un de un petit peu... à la marge, un peu en dehors du groupe? Non, j'ai toujours été quelqu'un de très ouvert là-dessus. Je trouve ça assez exceptionnel qu'on puisse se retrouver dans des stages et tout. Ce que Gagny a mis en place, c'était vraiment ça. C'est le stage en Afrique du Sud tous les ans où on se retrouve pendant 15 jours, toute l'équipe de France. C'est vraiment des moments assez énormes puisqu'on se découvre et après quand on se voit en championnat, au lieu d'être des inconnus les uns pour les autres, on est des potes et ça change tout. C'est vrai que c'est beaucoup plus décontracté et dans la décontraction, on peut faire des perfs beaucoup plus, comment dire, des perfs. Des perfs de malade, quoi. Bon, on va faire encore une petite pause. On va aller voir une toute jeune fille qui suit tes traces, hein, puisque à 16 ans tout juste, elle est déjà championne d'Europe de sprint. C'est Marine Mignon. Allons-y. Quand tu as quelqu'un en basket qui va te sortir des séries de 100 mètres en vitre relâchée vite en moins de 12 secondes, à un moment tu te dis c'est mon chrono qui bug là. On a l'impression un peu pas de voler, mais finalement c'est un peu ce cas-là, quoi.
J'ai 17 ans, je suis en terminale S au lycée Ampère Saxe à Lyon. Les 3 trucs c'était chelou que j'avais pas révisé, du coup. Mais sinon après ça va. Pas du genre à traîner dans les couloirs. Marine Mignon est une lycéenne studieuse. Au programme cet après-midi, un cours d'histoire-géographie. À la fin de l'année, c'est le bac. Marine vise une grande école lyonnaise, l'idéal pour concilier études et sport de haut niveau. On rentre dans cette logique d'une puissance actuelle de la Chine, son rapport au monde depuis 1949. J'aimerais bien intégrer l'INSA en filière du coup aménagée aussi si possible pour devenir ingénieur en fait. Après ça reste encore vaste, j'ai pas encore d'idée précise mais bon, les études passent toujours avant tout mais après j'essaie de concilier les deux le plus longtemps possible et mes parents ils me soutiennent quoi qu'il arrive en fait dans quel que soit mon choix. Les études sont une priorité et comme dans tout ce qu'elle entreprend, la championne cadette du 200 mètres veut exceller. Très discrète, mais les rares fois où elle participe, c'est toujours pour parler de façon très raisonnée. Elle est très concentrée, c'est déjà une sportive, même en classe de toute façon. Sa façon de travailler, sa façon d'écouter, sa façon de rédiger, d'analyser, on voit déjà qu'à quel point elle a déjà ses capacités qui se traduisent à l'écrit justement. Elle a à peu près, je crois, 17-18 de moyenne, une élève brillante en vérité. Fabriquer des fiches efficaces. Bon Marine, le cours c'est fini, on va où maintenant? Dis-moi. À l'entraînement. C'est loin? C'est à la Duchère, à la salle de la Duchère vers la gare de Vèze. C'est à une demi-heure d'ici en métro. Qui vient te chercher? D'habitude j'y vais en métro, là, mais là c'est mon coach qui vient me chercher. Franck Matamba est là, direction la salle Stéphane Diagana. Voilà, on arrive au stade, c'est ça? On arrive au stade, ouais. Il y a une piste extérieure, la piste du club de foot. Et aujourd'hui, vous allez utiliser quoi, la salle? Là, aujourd'hui, on va utiliser la salle. Au programme ce jour-là, une séance d'1h45 axée sur du travail de technique. Venue à l'athlétisme il y a seulement 3 ans, la sprinteuse doit répéter ses gammes. On va au fond et on attaque sur les... Restez solide. En bas ça va, relève un peu plus la tête. Allez, appuie au sol, reste tendu. Déroule encore un peu. Quitte à plier un peu le genou, c'est pas grave. Voilà, c'est ça. Allez. Donc il y a un passage de jambes tendues, où on est raide, avoir le pied raide et puis avancer. Et puis l'autre passage où on essaye d'être un peu pied cassé, le pied un peu plus souple. C'est une bosseuse et pour moi c'est la moitié du boulot est fait. C'est quelqu'un qui est acharné de travail, qu'il faut calmer même de temps en temps. Fixe bien le genou et tends bien derrière. Voilà, c'est facile, tu te marches dessus là. Marine elle est arrivée vers moi, elle avait un pied déjà. C'est pas moi qui lui ai donné le pied. Qu'est-ce que tu appelles ça? Un pied en fait c'est un pied qui est solide et qui renvoie, qui griffe au sol et qui renvoie. C'est pas moi, c'est la nature, c'est ses parents, c'est... Voilà. Marine Mignon est un diamant brut. Ses performances sont déjà étonnantes. Malgré une saison perturbée par les blessures, la Lyonnaise est devenue championne de France l'été dernier, puis championne d'Europe cadette. Record de France à la clé en 23 secondes 35 centièmes. En juillet prochain, elle visera une nouvelle fois le podium européen, cette fois chez les juniors. Il y avait des signes à l'entraînement qui montraient qu'elle pouvait le faire. Moi, je la voyais aux alentours de 23 à 50. Donc, mais après, avec Marine, quand il y a la taille, il n'y a pas de limite, quoi. Il n'y a pas de limite. Pour moi, je pars dans l'idée de toujours gagner la course et puis de me dépasser. Et ça vient avec, quoi. Le chrono vient avec, généralement. Marine, c'est ma partenaire d'entraînement fétiche. Je l'ai vue progresser en 1 an, c'était incroyable. Et là, ça y est, pareil, je la revois sur ses qualités naturelles en ce moment, parce qu'elle reprend un cycle de long, un cycle de foncier qui font partie de sa préparation. Et c'est vrai que là, ça y est, je la vois se libérer et je vois Marine comme elle est. Là, c'était bien Marine,
Juste, regarde les bras, tu étais un peu comme ça. Donc maintenant les bras, laisse-les, t'es relâché, comme tu faisais là, d'accord? Et tu restes solide. Voilà. Bah ça va, elle est brute quoi. Comment se placer, comment dérouler son pied. Elle n'arrive pas encore à gérer ça. Donc tu lui dis de faire des lignes droites, je sais pas moi, le plus facile, je sais pas moi, pour elle c'est 16-17 secondes. C'est pas, non, son pied il renvoie et elle n'arrive pas à se retenir. Elle va te sortir un 13 secondes, 14 secondes et tu vas lui demander, non mais c'était facile. Alors est-ce qu'il faut la ralentir? Est-ce que je ne vais pas la transformer non plus en diesel quoi? Donc qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette année? Bah, je sais pas, de courir vite. Et le bac aussi. C'est le bac aussi, surtout le bac peut-être. Toujours avec Kevin Mayer, c'est la suite de Meeting Privé et on a découvert donc Marine Mignon, une petite qui te ressemble un peu à tes débuts. Hein. C'est une vraie cadette qui elle aussi doit s'étoffer un petit peu, hein, puisqu'elle est petite kiki, tout mignonne. Si tu devais lui donner maintenant un conseil pour sa jeune carrière ou pour la suite de sa carrière, qu'est-ce que ça serait? C'est de continuer à être toute fifi le plus longtemps possible, puisqu'une carrière c'est long, on a le temps de progresser. C'est pas en faisant énormément de musculation qu'on va progresser très vite, non, c'est en travaillant l'équilibre du corps, toujours rééquilibrer le corps et d'être bien dans sa peau. Tu fais des choses particulières toi pour être tout garçon-garçon? Ouais, c'est assez particulier tout ce que je fais, c'est dommage qu'on n'ait pas pu filmer une petite musculation parce que c'est assez particulier, c'est bizarre ce que je fais. J'ai un préparateur physique qui est à Lyon, Jérôme Simian, qui me fait toutes mes séances, qui part du principe que d'avant de développer la puissance, il faut rééquilibrer le corps, donc énormément d'exercices sans charge avant de mettre des charges quand il y en a besoin. Et côté intellectuel tout simplement, tu étais un élève brillant, tu as fait des études que tu as arrêtées parce que tu veux te consacrer un peu à ta carrière. Comment tu fais pour garder ton équilibre? Parce qu'aujourd'hui tu es 100% maintenant dans l'athlé, tu habites à quelques pas d'ici, juste à côté du Krebs, et tu vis vraiment immergé là-dedans avec ton groupe d'entraînement, avec Antoinette Nanajimou, avec Katrina Thompson qui vient d'arriver d'Angleterre. T'es à 100% là-dedans ou tu t'arrives à t'évader un petit peu? Non, on va dire que je suis quelqu'un d'assez passionné dans beaucoup de domaines. D'ailleurs je sais même pas quoi choisir tellement il y en a. J'ai aussi de très bons amis avec qui je passe de très bons moments, donc dès que je sors du stade, bien sûr, ça m'arrive de regarder des vidéos de javelot pendant toute une journée. Ah oui? Mais ça m'arrive aussi de passer un week-end sans penser une seule fois à l'athlétisme. J'ai fait plein de trucs, hein. C'est sûr qu'il faut toujours avoir quelque chose qui nous sorte totalement de l'athlétisme pendant au moins 2 heures. Donc j'ai fait de la chasse sous-marine, je fais du piano, je me suis intéressé à l'astronomie sans vouloir vraiment être un mathématicien pur dans l'astronomie, mais j'essaie de comprendre un peu tout ce qu'il y a. Plein de choses comme ça qui me font... Quand tu fais quelque chose, tu essayes toujours d'aller jusqu'au bout et de comprendre comment ça fonctionne, c'est ça? Ouais, voilà, c'est des choses qui m'intéressent et puis ça fait travailler un peu le cerveau puisque, bon, sans faire d'études, des fois on sent un peu qu'il s'endort, donc je le réveille un peu. Tu te vois où dans, allez, j'allais dire 10 ans, c'est loin, dans 5 ans? Je sais pas, j'ai énormément de projets, j'aimerais bien, comment dire, développer le sport universitaire en France, puisque je prends un exemple sur les États-Unis, je prends pas exemple sur tout ce qu'ils font aux États-Unis, mais vraiment sur le système universitaire qui met vraiment en avant les athlètes et qui crée des événements à la hauteur des athlètes qui font partie des universités. J'aimerais bien que ce système se développe un peu plus en France, plein d'autres projets aussi, mais un peu plus flous les uns que les autres, mais plein de choses à faire. Bon, je crois qu'il va être l'heure de partir à l'entraînement. Juste, est-ce qu'on revient ou on revient pas sur la retraite anticipée de ton concurrent numéro 1? Ah non, on peut en revenir, hein. Ça me dérange pas du tout d'en parler. Non, mais c'est que j'imagine que depuis des semaines, on t'en parle beaucoup, on t'en a parlé d'ailleurs, même nous. Le problème, c'est que j'aime pas trop la manière dont on en parle, puisque tout le monde pense que je suis content qu'il soit parti. Alors qu'ils ne comprennent pas que d'avoir un adversaire aussi grand, aussi talentueux, me pousser vers le haut. Ouais. Donc je sais qu'il y aura toujours quelqu'un pour me mettre des bâtons dans les roues, dans le décathlon, c'est sûr et certain. Oui, les générations spontanées, ça existe aussi. Hein. Voilà, j'adorais faire des compétitions avec lui et j'avoue que j'étais un peu triste quand j'ai su qu'il prenait sa retraite aussitôt, parce que je savais qu'il allait partir l'année prochaine, mais pas cette année. Tu comprends ce type de décision qu'Ashton Eaton, décathlonien recordman du monde, qui n'a pas encore 30 ans, décide de tout arrêter comme ça du jour au lendemain? Ça pourrait t'arriver?
Moi, non, je pense pas. Après, le décathlon, c'est quelque chose de très dur. C'est à chaque décathlon, quand on le finit, on se dit, mais j'ai plus envie d'en refaire un, quoi. Je comprends je comprends Ashton, puisqu'il a été double champion olympique, double champion du monde, double recordman du monde. À un moment donné, quand on commence à être fatigué après chaque décathlon et qu'on commence à se demander pourquoi on fait ça, quand on sait qu'on a déjà eu tout ce qu'il fallait avoir, c'est vrai que ça peut pousser à prendre sa retraite. Alors justement, tu dis on a déjà eu tout ce qu'il fallait avoir. Toi, finalement, assez rapidement, tu es vice-champion olympique. C'est un bien ou c'est un mal? C'est un bien. Moi, je pars du principe que le sport est comment dire, le sport amène à d'autres choses. Pour moi, il m'amène à vivre des moments assez exceptionnels. À Rio, j'ai vécu des moments inoubliables avec tous mes proches. C'était quelque chose de très 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 fort. Et c'est pas prématuré, c'est quelque chose à prendre tout de suite? C'est des moments dans la vie, si on se dit c'est trop prématuré, vaut mieux le prendre maintenant. On mourra pas vraiment heureux, puisque non, je pars du principe de profiter de l'instant présent. Si je fais pas de résultat dans la suite, tant pis, j'aurai quand même cette médaille. Et puis si j'en refais, tant mieux. Est-ce que tu as l'impression que ça t'a changé? Ça m'a changé dans la vision de voir ma carrière. Je me suis rendu compte que je savais que j'étais fort, mais je me rendais pas compte à quel point. Puis ça faisait 2 ans que j'avais pas fait de championnat et c'est vraiment là que je peux m'exprimer. Là, je me suis vraiment rendu compte qu'il y avait plein de choses qui étaient possibles, comme être champion olympique. Peut-être un jour battre le record du monde, mais ce sera en étant champion olympique, je le pense. Plein de choses comme ça qui me paraissaient très loin avant et ça m'a rapproché de tout ça assez rapidement. Et si tu as un tout dernier regard sur tes rêves d'enfance, sur ce que tu étais quand tu étais jeune, est-ce que tu te dis que tu as fait le bon choix et que tu fais exactement ce que tu aurais voulu faire quand tu étais plus jeune, beaucoup plus jeune? Ouais, c'est vraiment la fierté de ma vie, c'est de vraiment faire ce que j'aime. C'est de jamais regretter à aucun moment d'être là où je suis. Donc énormément de bonheur à faire ce que je fais. Et quand j'étais jeune, je regardais les jeux et je me disais mais ce serait le rêve d'être au jeu. C'est ce que j'ai réalisé à Londres. Et je m'imaginais jamais avoir une médaille par contre. Et ça, c'est pour ça qu'il y a des gens qui disent t'étais content alors que t'étais deuxième, c'était bizarre. Non. J'avoue qu'il y a un enfant à Rouen qui m'a dit ça. Il m'a dit t'étais pas trop déçu d'être deuxième? Je lui ai dit mais c'est une médaille olympique. Faire les Jeux Olympiques c'est déjà exceptionnel quoi. C'est des moments où il faut se rendre compte de la chance qu'on a et les vivre plein pot quoi. Et c'est ce que j'ai réussi à faire et peu importe mes résultats, je suis content de le faire à 100%. Bon écoute, on va continuer à te suivre parce que la journée n'est pas finie. Là c'était la partie rêvée, on va dire, la partie tranquille, posée. On était pratiquement à la kinésie. Voilà, on commençait par le plus sympa. Maintenant, ça va être un peu moins sympa parce qu'il ne s'est pas arrêté de pleuvoir. Donc on va aller sur le stade. Ouais. D'abord, je crois, par la salle. On passe par la salle, c'est ça? Tu vas nous faire un petit peu de perche? Exact, un peu de saut à la perche. Et puis on va finir par le bonheur, une petite séance d'aérobie. Ok. Un dernier petit message. Je lui montre le message? Oui, parce que je n'ai pas montré, j'ai oublié. Allez. Kevin. Je voulais d'abord te dire Xavier. Ça fait quand même 11 ans que je te connais, 11 ans que je te suis, et ça fait 11 ans que je suis fier de toi. Maintenant, je voulais te poser une question par rapport à tes activités. J'ai vu que tu soutenais une association, l'association Play International. Et en fait, je voulais savoir à quoi correspondait cette association. Et ensuite, est-ce que tu soutenais d'autres associations? Voilà, merci à toi, salut. Énorme. Donc ça, c'est ton tout premier entraîneur. Premier entraîneur. Quand tu étais tout minot. Passionné d'épreuves combinées, qui m'a amené aux épreuves combinées, donc ça fait vraiment plaisir de le voir. Et c'est très très bien qu'il parle du milieu associatif, je trouve. Puisque du coup, je vais répondre à sa question. Alors, Play International, c'est une très grosse association qui vise à l'éducation des jeunes et surtout l'éducation sportive des jeunes en France et dans d'autres pays beaucoup plus défavorisés. Donc je les ai aidés, je leur ai donné des pointes et je suis venu à quelques galas où ils étaient pour faire des tombolas et essayer de les faire avancer. J'aide beaucoup d'associations. Donc l'éducation par le sport. C'est un thème qui te tient à cœur. Pourquoi particulièrement l'éducation? Parce que... Plus que les soins par exemple? Je pense aujourd'hui que la tranche d'âge de mes parents a voulu évoluer, mais dans un sens qui n'était pas le bon, puisqu'ils voulaient évoluer en gagnant énormément d'argent, peu importe ce qu'ils faisaient.
Et je pense que maintenant, nous, en prenant la relève, on peut pas... Tu veux dire la génération de tes parents, ouais. Ouais, voilà, la génération de mes parents, et c'est toute la pollution et toute cette technologie qui s'est imbriquée, mais pas de la bonne manière. Je pense qu'il faut la changer, et ça passe par l'éducation des jeunes. Revenir aux fondamentaux, sortir un petit peu de la mondialisation et revenir vers l'éducation. On se rend compte que ma tranche d'âge de 20 ans, 30 ans, c'est ceux qui parlent le plus de ça, de l'éducation, de l'écologie, puisqu'on se rend compte que moi maintenant, dès que je sors et quand je vais à Paris, en ville, mais l'air que je respire, j'ai l'impression de m'intoxiquer, quoi. J'ai fait un stage en Afrique du Sud où il y avait très peu de circulation, on n'était pas beaucoup, mais c'est pas le même air. Et je me rends compte qu'avant d'être sportif de niveau et de viser la performance, il faut aussi être en bonne santé. Et on est de moins en moins capable de nous donner la bonne santé parce que c'est pas bon. La nourriture est pas bonne puisqu'ils veulent créer énormément mais pas de bonne qualité. Et plein de choses comme ça qui font que voilà, j'aimerais vite me tourner aussi vers l'éducation. Beau message, merci. Et merci donc à ton entraîneur, à Xavier, de nous l'avoir inspiré. Au boulot, hein, parce que là, il n'y a pas de pollution, ça y est, la pluie est tombée, ça a nettoyé, il faut y aller maintenant. C'est clair, pas d'excuses. Bon alors là les gars, je sais pas quoi vous dire, hein. J'ai jamais vu ça, c'est bien simple. On est arrivé là il y a 5 minutes, Kevin est prêt à sauter en fait, hein. Il a été prêt avant nous, donc il fait pas de footing, il fait pas d'étirement, c'est du jamais vu, c'est un extraterrestre, mais je suis pas tellement étonnée, hein. On va suivre ça, on va peut-être en parler aussi avec son entraîneur, parce que je suis un petit peu surprise quand même. Bon, Bertrand, il faut que tu m'expliques, quand même, parce que nous on est là depuis 5 minutes, et il va sauter là. Ouais. Moi j'ai mis du temps à m'y faire, hein, donc je pense que j'imagine que c'est pas si simple pour tout le monde, pour ceux qui ont l'habitude de faire des gros échauffements. Après Kevin, voilà, il a cette capacité en un claque de doigts à être échauffé. Je pense qu'il fait même presque les exercices plus pour me faire plaisir et pour me rassurer, montrer qu'il est bien échauffé. Mais voilà, il a cette faculté à vite ressentir les choses et faire les choses. Par exemple, un footing lent, c'est pas ce qui lui correspond et ça n'a presque aucun intérêt pour lui. C'est sûr que ça pourrait avoir un intérêt dans la pratique du 1500 mètres, mais on fait tellement d'épreuves à côté que la préparation physique, elle est largement remplie, donc ça suffit largement. En tant que coach, ça doit te faire grincer quand même, pas de footing du tout, pas d'étirement. On met les pointes. J'ai vu une course d'élan avec montée de genoux et c'est bon. Et c'est parti. Ouais, mais tu vas voir. Et dès le premier saut, il va attaquer. Ouais, c'est cette faculté-là d'un grand champion et c'est même aussi dans toutes les pratiques, dès qu'il fait quelque chose, c'est presque dans l'instant, c'est déjà très bon. Et c'est là aussi où on gagne du temps, de l'économie d'énergie parce que voilà, on fait énormément de choses et si on peut éviter de surcharger des échauffements, 10 échauffements dans la semaine. Donc en fait, quand il fait 2 heures, c'est 2 heures plein badin, quoi. Voilà. C'est sûr que c'est vraiment rentable. C'est quelqu'un de plutôt costaud, où il a déjà eu des pépins, parce que tu l'entraînes quand même depuis cadet, donc ça fait longtemps que tu connais Kevin, tu le connais très bien forcément. Il se blesse facilement C'est des blessures liées à la pratique, c'est une discipline très sollicitante, où on est sur beaucoup d'impacts, des sauts, des contacts avec les lancers, la course à pleine intensité. Donc oui, on a plein de facteurs qui peuvent créer des blessures. Après, voilà, il y a toujours un petit truc, mais on a toujours su l'amener en forme au jour J. Bon, sauf à Pékin où il y avait eu un loupé avec une blessure à la cheville. On allait chercher à rattraper le temps. Mais au-delà de ça, on a toujours su l'amener en forme et on gère la blessure. Et le haut niveau, c'est la gestion de cette blessure. Il y a de la place et beaucoup d'ouverture, ça me plaît bien. Après, il faut que ça me mette bien en dessous de ta perche, tu restes un peu en retrait. Et c'est là que ça va avancer davantage. Mais oui, c'est très bien. Tous tes sauts sont sympas là. Ça avance. Trop de pecs. Dedans longtemps que
Ouais, il y a un petit temps où t'es mort. Non, faut venir gifler. Si t'arrives pas à le passer, tu fais quoi? Tu restes toute l'après-midi ou... Ça fait 2 ans que j'arrive pas à le passer. C'est le numéro 5 que je frôle toujours. Là, c'est d'une autre manière, donc ça va. Yes. Ah! Ah? Exact. Tu dis, ah, c'est bien, et après, bam, faut y aller d'autant plus vite. Présenter, nickel. Hein. Il peut faire jusqu'à combien de sauts dans un entraînement? Là, l'idée, c'est pas forcément d'en faire beaucoup. Il a été un peu malade, il a été bien malade la semaine dernière, donc c'est de refaire des petites touches parce qu'il a vraiment on le sent un peu fatigué. Donc l'idée, c'est pas de l'enfoncer encore plus, mais par contre, justement, le dynamiser, le remettre un peu en sensation. Et l'en réduit? Ouais, on est sur 8 arrêtés, c'est très court. Et là, c'est toujours cet objectif de faire 5 mètres. Donc je pense que 5 mètres sur 8 arrêtés, c'est pas mal. C'est plutôt un garçon d'entraînement comme ça qui se donne des challenges à chaque fois. entraînement. Bah voilà, aujourd'hui il est tout seul. C'est sûr qu'il y a, comme un sportif, il y a toujours besoin d'un petit challenge et ça en fait partie. Et je pense qu'il va l'avoir. Ça fait longtemps qu'il le cherche et aujourd'hui il va l'avoir. Alors donc presque limite, il serait capable de ne pas s'arrêter jusqu'à temps de passer ce film. Et mon but aussi, c'est de canaliser, lui calmer. Voilà, si je sens que ça va un peu trop loin, de dire stop, parce qu'il faut voir à long terme et c'est mon rôle. Donc, voilà. Tu donnes assez peu de conseils techniques aussi. On sent qu'il y a une espèce d'osmose. Il n'y a pas besoin de beaucoup de mots. On se connaît beaucoup, on se connaît bien et voilà, on voit exactement la même chose. Il est à peine passé qu'on ressent. Il me le dit avant, c'est le but, hein. C'est pas moi qui vais pratiquer, donc c'est à lui de sentir les choses. Moi, je suis là pour apporter le petit regard en plus, mais voilà, en général avec Kevin, faut que ça vienne surtout de lui. Alors c'est vrai que les athlètes ont besoin de bien se connaître. Justement, nous on va aller faire un petit tour du côté du saut en hauteur. On va retrouver Michael Anani, qui est le recordman de France du saut en hauteur avec 2,34 m. Il va nous expliquer ce que c'est que son geste technique, son saut en hauteur à lui. On y va? Ça marche, c'est parti. Bonjour, je suis Michael Anani, détenteur du record de France du saut en hauteur avec 2,34 m, 13 fois champion de France élite. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la technique du Fosbury au saut en hauteur. La première phase de mon saut, c'est la phase d'accélération. Donc je démarre, j'ai environ 3 à 4 foulées où je dois accélérer et prendre un petit peu de vitesse. Ensuite, une phase de transition sur environ 2 foulées pour me placer et être prêt à rentrer en courbe. Et ensuite, je rentre en courbe sur la 6e foulée. Et là, c'est le moment d'y aller. Il faut réfléchir à rien du tout et il faut se placer et aller sauter. Je pense que la plus grande difficulté de la discipline, c'est de pouvoir allier une course d'élan en courbe, tout en accélérant, et de pouvoir mettre une impulsion verticale, donc de passer d'une vitesse horizontale à une vitesse verticale sur une foulée et d'être capable d'absorber le choc et après maîtriser son corps aussi en 3 dimensions. On se présente, on va dire, de 3/4 à la barre, donc un peu de face quand même. Il faut pouvoir monter ses épaules au-dessus de la barre et une fois que les épaules sont au-dessus de la barre, là on commence à enclencher la rotation et à faire passer le bassin au-dessus de la barre. Donc essayer d'élever son centre de gravité au plus haut. Les contraintes physiques sont exercées en course d'élan sur les chevilles et sur le bassin. Dans la courbe, toute la pression est appliquée au sol, se retrouve au niveau des chevilles principalement, mais aussi au niveau du bassin. Il faut aussi une souplesse de corps et une souplesse de bassin un peu plus avancée pour pouvoir franchir la barre et, entre guillemets, enrouler la barre. Je mesure 1,98 m pour 86 kg, 85 kg en poids de forme, mais mon poids normal est de 91 kg. Donc je suis bien en dessous de mon poids. Et pour un morphotype de mon gabarit, au saut en hauteur, je suis quand même assez lourd. C'est pour ça que les meilleurs mondiaux pèsent actuellement entre 74 et 77 kg pour la même taille, pour 1,98 m. Donc j'ai un bagage, en plus, c'est mon gabarit, mais je suis à la diète pour essayer de réduire les kilos. Mais à un moment donné, je pense que la nature rappelle à l'ordre. Il a quand même l'air
particulièrement agréable à entraîner, je trouve. Ah oui, non mais Kevin, ça... Même si de temps en temps, peut-être, vous prenez un peu le bec parce qu'il a l'air de savoir où il va aussi. Bah ouais, mais voilà, c'est aussi le but. Si je vais toujours dans son sens, et on progresse plus trop. Après, sur des disciplines comme ça, là, c'est fin. Après, c'est sûr, sur certaines disciplines, par exemple, en ce moment, on travaille le javelot, on veut faire évoluer la discipline, aller vers une course complète. Forcément, il y a des petits moments de doute et un peu des moments de conflit. On n'est pas forcément encore totalement sur la même longueur d'onde, mais voilà, c'est cette osmose qui peut nous manquer parfois ou qu'on doit encore améliorer dans l'ensemble des disciplines. Mais tu as besoin de faire un peu psychologique avec lui ou pas du tout? C'est juste naturellement que ça vous vient comme une discussion voilà, moi ce que je dis maintenant, voilà, on est co-entraîneurs. Kevin, on travaille ensemble. C'est lui qui m'apporte énormément dans sa pratique. Et faut que j'apprenne de lui, quoi. C'est lui qui est sur le terrain, c'est lui qui sent les choses et c'est en travaillant ensemble qu'on a. T'as grandi en même temps que lui, ça peut-être. Ah oui, c'est sûr. Moi, de tous les grands champions, j'ai grandi avec eux. On se construit avec eux, c'est sûr. C'est sûr. Ah ouais. Un petit peu moins de temps que tout à l'heure, un peu plus rapide dans le franchissement. Tout à l'heure, tu avais pris du temps. Il est très instinctif, donc il a besoin de se sentir. Après, il va savoir utiliser l'expérience des autres, mais il va plus utiliser Mélina Robert-Michon, Renaud Lavillenie et pas forcément des décathloniens, quoi. Lui, ses références, c'est des experts des autres disciplines, et c'est là qu'il s'enrichit. Il a besoin de comprendre ce qu'il fait, c'est pour ça qu'il se filme aussi. Là, il va se filmer pour analyser, comparer avec les autres experts, et c'est là qu'il progresse. Ouais. Super. Il est beau, il est solide. Je t'avais dit 2-3 sauts, maintenant qu'est-ce qu'on fait? Là t'es bien haut, tu domines bien. T'as bien cumulé. Ouais, tu continues, ouais. C'est sûr que le bassin doit monter, mais c'est comme tu dis, c'est l'ensemble du corps qui monte. Parce que quand tu veux monter que le bassin, c'est là qu'il y a une petite rupture. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Bon, donc là c'est la première partie qui est terminée. Ouais. Donc aujourd'hui c'est un tout petit entraînement, c'est-à-dire qu'il n'y a que deux parties d'entraînement vu qu'il y en a 12. C'est déjà pas mal, des fois en plus il y a la musculation. Là cette semaine on va passer sur un entraînement par jour, ce sera déjà très bien. Parce qu'il y a quand même des compétitions qui arrivent. Voilà, il y a les compétitions qui arrivent, on est souvent sur du bi-quotidien, 3 à 4 fois par semaine pour Kevin sur une phase de préparation. Là on essaie d'alléger un petit peu l'entraînement parce que bon voilà, il a bien bossé, maintenant l'idée c'est de s'affûter, d'avoir des bonnes sensations et d'avoir du jus pour les compètes. Voilà, on sait y faire là-dessus. Donc une bonne heure de perche, un petit record perso en passant. Ouais, record perso à l'entraînement sur 8 arrêtés, 5 mètres, c'est sympa. Quoi. Ça fait longtemps qu'il le cherche. Et donc pour lui faire surtout un petit cadeau, parce qu'il a bien sauté, il va avoir une petite séance d'aérobie. Voilà. Un peu sympathique. Lui qui court pas, il fait pas de footing à l'échauffement, on est obligé de faire un peu des séances d'aérobie. Non, mais là l'idée c'est on se prépare pour les championnats d'Europe aussi, donc c'est de mettre un peu de rythme dans sa foulée. C'est des séances qu'il aime bien de ce côté-là. Si c'est pas des séances longues à tirer sur la foulée, c'est vraiment il y a du rythme et ça devrait lui plaire. Tu confirmes, Kevin, t'aimes bien? Il a l'air vachement content. Ah ouais, il a l'air super content. Et en plus, je vais lui... C'est comme les décathlons, ça fait plaisir quand c'est fini. Ouais. Voilà. Donc j'attends la fin. Kevin, je te laisse le choix. 3 x 3 x 250, 1 minute de récup, ou 2 x 4 x 250, 1 minute de récup. Je pense que... Entre les blocs 4. Si tu fais... tu prends 4 si tu en fais 3 x 3, tu prends 5 si tu fais 2 x 4.
Ok. Mais il faut que ça roule, toi. C'est une séance que tu as. Je pense plus pour celle où il y en a que 8. Hein. Ouais, mais je pense que tu te feras encore plus plaisir sur les 3x3. Ne te prends pas, vu que tu vas avoir un peu plus de récup, cherche pas à aller plus vite, toi. C'est. Ouais, 3x3. 3x3. Ça marche? Il y a Bruno qui sera là-bas. Si il pourra te voir. T'as besoin d'un chrono ou pas? Ouais, mais je demanderais. Bon ben voilà, il y a les copines qui arrivent, hein, qui rejoignent le camp d'entraînement. Antoinette et Catherine. Ça c'est du timing. Et ça c'est. Et en plus elles sont super à l'heure. Ça c'est top. Hein. Moi ça, alors là, moi je suis impressionnée parce que Nana, wow, Nana à l'heure, wow, mais que s'est-il passé? Non, c'est pas vrai, c'était pas le cas au début. Si. 1-1-1. Non mais oui maintenant, parce que maintenant tu es une. On est pas mal avec Nana, ça va, j'avoue. Jamais à retard. Jamais Je à suis l'heure, toujours ouais. ponctuelle. Je suis une. Je peux te poser des questions quand même, là, tant qu'il écoute pas le petit blond là. C'est comment l'entraînement avec lui? Ça se passe comment? Depuis bien. Ça se passe bien? Oui. Il n'a pas la grosse tête, il est cool? Non, pas du tout. Il a jamais changé depuis que je le connais. C'est vrai? Depuis petit? Tu l'as connu petit? Petit, c'est mon petit frère. Ouais, c'est ça. Toi, t'es la grande sœur ici? Voilà, il m'appelle comme ça. Bah, sauf que quand t'es arrivé ici, quelque part, c'était chez lui. Donc c'est vrai. C'est lui qui t'a montré un peu tout ça. Oui. Vous habitez proches les uns des autres ou Oui, en fait, à mon arrivée sur Montpellier, en fait, il m'a hébergé pendant un mois. Donc maintenant, j'ai mon petit appart, donc non, ça va. Il n'est pas très loin, 10 minutes. Bonne ambiance? Ah ouais, très bonne ambiance. Et puis en plus, on a un bon groupe, donc, vous récupérez une Cador là qui arrive là. C'est quoi cette surprise? Je sais pas si c'était une surprise, mais ça fait 2 mois que je savais qu'elle allait venir. Donc pour moi, ça m'a aussi motivé. Katrina Johnson, là, il y a du très très lourd, du très haut niveau. Et c'est elle qui a demandé à venir dans le groupe d'entraînement de combiné. Elle a demandé à venir parce qu'elle cherchait en fait où s'entraîner et elle a préféré venir à Montpellier. Donc moi, je trouve ça top. Bon. Il a quoi comme qualité ce garçon-là? Il est chiant, non je rigole. Il est gentil. Non, il est gentil, c'est un mec qui donne des conseils, donc ça c'est cool. Moi, un jeune garçon comme ça, moi je trouve ça c'est cool de prendre aussi des conseils dans le jeu. Et il a des défauts? Il est têtu? Il est têtu et chiant. C'est chiant, c'est quoi chiant? C'est quoi chiant? Chiant dans le sens où il aime pas ranger, voilà. Bon, tu fais quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, on a une séance de haies à faire. D'accord. Donc tu restes ici avec Bertrand. Voilà. Et nous, on va aller le voir souffrir sur sa séance de course un petit peu. Voilà. Allez. À l'extérieur ou là? Tu vas le faire où? Au stade, Philippides. J'espère qu'il pleut pas. Oh, pour faire une séance de course, ça rafraîchit. Toi-même, tu sais. C'est pas Paris. Toi-même, tu sais. Ici, c'est pas Paris. Non, c'est un petit crachin là, ça va aller. J'ai cru comprendre que tu avais le choix entre 2 séances. Ouais, mais ça, il me donne le choix, mais en fait, t'as pas le choix. J'entends qu'il faut que je fasse la plus difficile. Pas la plus difficile, mais j'ai 3 fois 250. D'accord. Avec 1 minute de petite récup entre les 3 Et sur quel entre rythme? les blocs 4 minutes. C'est à peu près à l'heure 2000, c'est 40 secondes, 39 secondes. C'est pas dur, c'est des séances que j'aime bien. Bon, c'est assez écoute. Écoute, amuse-toi bien alors. C'est agréable. Merci monsieur Gagère. Il casse son truc. Tiens, ouais. Premier bloc, j'ai fait tous en 39. Si tu me donnes ton conseil, premier, je te fais en 36. Je me suis explosé ma séance. Je t'ai pas dit d'accélérer, j'ai dit de rester par terre. Je me suis concentré à ce que tu as dit, je suis allé trop vite. Là, du coup, ma séance elle ressemble à rien, je suis au bout de ma vie. Toute ta vie, merde. Ah putain.
J'avais bien, partie de plaisir. Je t'ai entendu dire que tu étais parti sur, pas sur le rythme que tu avais prévu, tu allais plus vite. Weber voulait que je les fasse en 40. Je fais le premier en 40, le deuxième en 39 et puis en 39. Et au deuxième bloc, Bruno Gagère, spécialiste des demi-fonds, me donne un conseil. Je l'applique et je me sens tellement bien que je continue. Et je l'ai fait en 36. À partir de ce moment-là, je me suis mis dans le rouge pour toute la séance. Et après c'est dur. Parce que quand on est lactique, ça part plus quoi. Mais bon, je fais con. Faut assumer. Non mais ça qu'on est quand même une société d'enfoirés hein. C'est le mythe de Georges Clooney et tout. Ça fait trop mal quoi. Et du coup le premier j'ai fait en 36 quoi. À partir de là j'étais lactique. C'est économique. Est-ce que je t'ai dit que c'est... Ouais mais après tu vois j'ai réussi quand même à le faire plus lentement et c'est vraiment nickel. Tu l'as entre les deux. Franchement j'ai fait 40, 39, j'ai fait du 39,5 de moyenne à part un où j'ai fait 36. Ça m'a miné. À craquage. Bah voilà, meeting privé, c'est fini hein, pour aujourd'hui. On va te laisser, Kevin. Je crois que tu as encore pas mal de boulot à faire d'ici les championnats d'Europe. C'est sympa de nous accueillir sur ton stade. Nous, on va se retrouver sur SFR Sport toute la saison, bien sûr, avec Kevin, avec tous les autres. Et puis, en attendant, vous pouvez aller sur le site de l'émission, sur SFR Sport, ou encore sur le compte Twitter de l'émission. Et vous retrouverez toutes les belles aventures de Kevin avec un record saut à la perche. Mais c'est de l'entraînement pour l'instant. Salut. Ciao, ciao.